Welcome, everyone. Welcome to the 10th CITF. Bienvenue au 10e séminaire du GTIC, la COVID-19 et les Canadiens plus âgés. Où en sommes-nous? Je m'appelle le docteur Samir Sina, je serai l'animateur d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui me tient à cœur puisque je suis directeur de gériatrie au Mount Sinai and University Health Network Hospitals à Toronto et je suis professeur de médecine à l'Université de Toronto et professeur agréé de médecine à la faculté de médecine de l'Université Johns Hopkins. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part de directives puisque nous avons la traduction simultanée vers le français et nous aurons une période de questions-réponses bilingues. De la série de séminaires du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Mon nom est Dr. Samir Sinha et je serai votre modérateur aujourd'hui. Avant de commencer, on me demande de partager quelques instructions car nous offrons une traduction simultanée en français et nous aurons une période de questions et réponses bilingues. At the bottom of your Zoom screen, you will see an icon of a globe. Au bas de l'écran Zoom, vous verrez l'icône en forme de globe. Alors, si vous êtes bilingue, vous voulez seulement entendre le texte d'origine, choisissez English. Si vous êtes anglophone, vous voulez entendre la conférence dans sa totalité, choisissez English. Au bas de votre écran Zoom, vous verrez l'icône d'un globe. Choisissez Off. Si vous êtes bilingue et que vous souhaitez entendre les discours en direct. Participants francophones, sélectionnez l'option French afin de pouvoir écouter l'amendement en français. La présentation sera en anglais, mais la période de questions et réponses sera bilingue. Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. Please go ahead and select. J'aimerais vous présenter nos conférenciers ou conférencières aujourd'hui qui nous feront part des résultats de recherche financés par le GTIC. Vous verrez que nous avons le Dr. Timothy Evans, Dr. Manish Sadarangani, Dr. Sharon Walmsley, Sabrina Broom, Dr. Andrew Costa et le Dr. Alison McGeer. Vous pourrez lire leur titre sur la page. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nos membres du panel habitent et travaillent dans plusieurs endroits au Canada, qu'on appelait auparavant l'île de la Tortue. J'aimerais les inviter à reconnaître le territoire au départ duquel ils nous parlent aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous parlons au départ de Toronto et au nom de moi-même, au nom de Dr. Sharon Walmsley et Alison McGeer, nous reconnaissons que le bol à une cuillère est un traité en vertu duquel les Anishinaabe, Mississauga et Haudenosaunee se sont engagés à partager le territoire et protéger les terres. Les nations et peuples autochtones subséquents, les Européens et tous les nouveaux arrivants ont été invités par la suite à adhérer à ce traité dans un esprit de paix, d'amitié et de respect. Maintenant, je vais demander à Tim Evans de faire sa reconnaissance du territoire. Je vous parle au départ de l'Université McGill, qui a été depuis longtemps un lieu de rencontre des Premières Nations et des peuples autochtones. Excusez, mais c'est inaudible pour l'interprète. Merci, Dr. Evans. Et maintenant, Dr. Sadarangani, je vous parle de l'Institut de recherche de l'hôpital pour enfants de Colombie-Britannique. Nous sommes sur les territoires des Salish, des Musqueam, des Squamish et des Waututh. Je suis privilégié et je suis reconnaissant pour les territoires où j'habite et où je travaille. Merci beaucoup. Dr. Sabrina Brumet, maintenant. Je vous parle de Vancouver aujourd'hui. Je suis une colonisatrice non invitée sur un territoire non cédé des peuples salish de la côte, des Squamish et des Waututh. Et maintenant, Dr. Andrew Costa
Merci. McMaster reconnaît qu'elle est située sur les territoires traditionnels des Mississauga et Nation Haudenosaunee et dans les terres protégées par le bol à une seule cuillère. Excusez-moi pour mon français, désolé si j'ai mal prononcé les noms de mes co-conférenciers. Je vais les inviter à répéter ces noms-là de façon claire si ma prononciation a été fautive, en guise de respect pour eux et pour ce qu'ils nous ont à nous communiquer. Nous avons d'abord le docteur Tim Evans, et je vais vous inviter à prononcer votre conférence, docteur Evans. Merci, docteur Sinha. Je vais commencer avec une déclaration, à l'effet que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer relativement à la présente étude. Un peu de contexte au sujet du groupe de travail qui a été établi en avril 2020 par le gouvernement du Canada. Le mandat du groupe est de catalyser, soutenir, financer et harmoniser les connaissances sur l'immunité au SARS-CoV-2 afin d'éclairer les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux dans leurs efforts pour protéger les Canadiens et limiter les répercussions de la pandémie de COVID-19. Le groupe de travail a entrepris plusieurs études, presque 120 études depuis 2 ans et demi. Et celles-ci sont réparties parmi les diverses régions du pays, comme vous voyez sur cette carte. 7 de ces études portaient spécifiquement sur les Canadiens plus âgés. Le fardeau de la pandémie de COVID-19 a affecté surtout les aînés du Canada. En date de la mi-septembre 2022, les personnes de plus de 70 ans représentaient 82% de tous les décès liés à la COVID-19 et 50% de toute hospitalisation liée au SARS-CoV-2. Aussi, ceci s'explique de diverses façons. Il y a plusieurs raisons facteurs qui expliquent leur vulnérabilité. D'abord, l'âge avancé et une santé fragile. Souvent, le système immunitaire de ces personnes est affaibli. Mais aussi, ça reflète aussi la réalité qui fait que, avec l'âge, il y a un taux de risque plus accru, faisant que les gens ont des conditions médicales sous-jacentes existantes. Mais en plus de ces facteurs, il y a aussi le fait des circonstances sociales, par exemple le logement où vivent les personnes aînées. Souvent, ceci facilite les infections, la propagation de la maladie, surtout pour les gens qui vivent en milieu collectif, des résidences pour aînés, par exemple. Dans son ensemble, le travail du groupe met l'accent sur une meilleure compréhension. On vise à mieux comprendre pourquoi les aînés sont plus à risque. Et on voit que les gens qui habitent des résidences prodiguant des soins de longue durée ont eu un taux de séroprévalence plus élevé suite à une infection sur la durée de l'épidémie. Donc, ce tableau nous montre que les aînés qui vivent dans des centres de soins de longue durée, ce sont les petites croix rouges et les points rouges. Et ça correspond à la période pré-delta, delta et omicron. Et la séropositivité a été plus élevée que si on compare aux aînés qui vivent dans d'autres environnements de vie, d'autres logements. Il faut comprendre, ceci dans le contexte de tous les groupes d'âge. Tôt dans la pandémie, on voyait que les taux d'infection étaient plus élevés chez les aînés, surtout dans la vague Delta et pré-Delta. Mais la situation a changé de façon marquée plus récemment avec la vague Omicron, ou les vagues Omicron. Nous avons vu, en fait, des personnes plus âgées
qui connaissaient un taux d'infection moins important que les groupes d'âge plus jeunes. C'est parce qu'ils étaient mieux protégés, il y avait un taux élevé de vaccination et d'autres facteurs. Mais c'est un schéma constant qu'on remarque au Canada et ailleurs aussi. Merci beaucoup, Dr. Evans. Et maintenant, je vais inviter le Dr. Manish Sadarangani qui présentera ses constats et je vais lui demander de me montrer comment prononcer son nom correctement. Je m'appelle Manish Sadarangani. Je vous parle de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et de l'Université de Colombie-Britannique. Je vais vous parler de l'étude Prevent COVID qui évalue l'immunité COVID-19 après la vaccination. Alors, voici mes déclarations. J'ai reçu des bourses salariales de la BC Children's Hospital, la fondation de l'hôpital, ainsi que la fondation Michael Smith. Et aussi un financement de recherche et des projets ont été obtenus de la part des diverses entreprises pharmaceutiques qu'on voit à l'écran. Les objectifs de l'étude se trouvent ici, mais j'ai surligné en bleu les aspects dont je vais vous parler. On voulait établir l'immunogénicité des vaccins contre la COVID-19 chez les adultes de plus de 50 ans, plutôt, entre autres les vaccins les plus fréquemment utilisés au Canada. Et aussi, on va explorer les influences suivantes sur la réponse aux vaccins contre la COVID-19. Alors, voici la première diapo. Il y a beaucoup de données, c'est très dense, mais essentiellement, ça nous montre les niveaux d'anticorps. Plus la ligne horizontale est élevée, plus il y a une présence d'anticorps. 1 mois après 2 doses. Et à droite, 4 mois après les 2 doses. Et les groupes ici, il y a d'abord des personnes qui ont reçu 2 doses du même vaccin ARN-M. Et au milieu, les points verts, ce sont ceux qui ont reçu 2 doses d'AstraZeneca. Et en rose, c'est les gens qui ont reçu un mélange de Pfizer et Moderna dans l'un ou l'autre ordre. Et le dernier groupe, c'est l'AstraZeneca et ARN-M. Les anticorps les plus élevés étaient chez les gens qui avaient reçu 2 doses de Moderna, de façon globale. AstraZeneca, suivi d'un vaccin en ARN, était semblable à ceux qui avaient reçu 2 doses de Pfizer. Et pour tous ces vaccins, si vous comparez les mêmes couleurs dans le panneau de gauche et le tableau de droite, vous pouvez voir, après 2 doses de vaccin, on voyait que 4 mois après, il y avait une réduction de la présence d'anticorps, mais tout de même, le niveau général d'anticorps était élevé dans les 2 cas. Et on a séparé le groupe en deux, les gens qui avaient été infectés avant les 2 vaccins et ceux qui n'avaient pas été infectés. Les gens sur la première ligne, ça c'est 1 mois après la 2e dose, et la deuxième ensemble, c'est 4 mois après la seconde dose, à droite. Et alors qu'il y a plus de gens dans le groupe non infecté, dans la première moitié, la ligne donnée à gauche, les niveaux d'anticorps plus élevés se trouvent chez les gens qui avaient reçu une infection avant la double vaccination. Si on voit les autres déterminants de la réponse des anticorps, bon, que ce soit à 1 mois ou à 2 mois ou à 4 mois, les gens infectés avaient plus d'anticorps. Les gens qui avaient reçu le Moderna avaient plus d'anticorps et les gens qui avaient eu un intervalle d'au moins 14 semaines entre les 2 doses de vaccin avaient des anticorps plus élevés aussi. Et l'intervalle de temps a changé avec le temps au fur et à mesure que l'étude progressait. Après 4 mois aussi, on a vu que les hommes avaient un niveau inférieur d'anticorps comparé aux femmes. Et maintenant, avec les rappels de vaccins en ARN-M, ici les couleurs, ici c'est un peu plus compliqué avec les diverses combinaisons de vaccins que les gens ont pu recevoir à ce moment-là. Ici c'est 1 mois, 4 mois et 7 mois après. Et le message à retenir ici, c'est que les différences que nous avons vues après 2 doses sont infimes, très réduites en ce moment. Donc, les vaccins de rappel ont été très efficaces pour augmenter les niveaux d'anticorps.
peu importe la combinaison des 2 premières doses. Et la durabilité de la réponse après 7 mois après le vaccin de rappel, s'est maintenue beaucoup mieux qu'après 2 doses. Et enfin, une chose qu'on voulait examiner aussi dans notre étude, c'était de comparer ce groupe-ci et un groupe d'adultes plus jeunes. La principale cohorte était de plus de 50 ans, l'âge moyen 65 ans, et on a recruté un petit groupe témoin de personnes de moins de 50 ans, et on n'a pas vu de différence importante dans leur réaction, leur production d'anticorps après 2 doses, ce qui est rassurant. Donc, les conclusions, essentiellement, c'est que les vaccins à ARNM produisaient des réponses des anticorps plus élevées que celui d'Astra après 2 doses, notamment le vaccin Moderna. Les différences sont plus faibles après la dose de rappel. Il n'y a pas de corrélation de protection, ce qui n'est pas révélateur d'une importance clinique. Les 3 vaccins sont tout aussi efficaces contre une maladie grave et l'hospitalisation. Je vous ai pas montré les données, mais aussi on examinait la fonction des anticorps et il y avait une quantité d'anticorps qui est corrélée avec certaines fonctions, mais pas toutes. Avant l'infection et avec un intervalle plus long, les réponses sont plus élevées des anticorps. Et aussi, les échantillons ont été recueillis par le courrier. Il s'agissait de gouttes de sang séchées. Et puis, c'est une bonne méthodologie qui pourrait être utilisée dans toutes sortes de régions, dont les régions rurales, si on veut faire d'autres études. Merci beaucoup, Dr. Sadrangani. Maintenant, Dr. Walmsley. Merci, Samir. Je suis spécialiste en maladies infectieuses à la University Health Network. Notre étude s'appelait Stop COVID. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer relativement à cette étude. Nous avions une étude similaire à celle dont on vient d'entendre parler. Notre étude aussi était décentralisée. On a suivi des personnes. La cohorte la plus âgée était de 70 ans et plus. On les comparait à un groupe de personnes de 30 à 50 ans. À gauche, on peut voir une copie de notre site web. Et c'est par le biais de ce site web que les gens s'inscrivaient pour l'étude, ont déclaré leur consentement et ont suivi les procédures pour l'étude. Vous voyez que la population qui est représentée par les points noirs, on a des gens de un peu partout en Ontario, mais comme c'est une étude décentralisée, on a pu permettre à des gens de participer qui habitaient loin des centres de recherche, dans des régions rurales ou isolées, qui normalement n'auraient pas pu participer à une recherche de ce type, ou qui auraient eu peut-être des problèmes de mobilité ou de santé qui auraient interdit, par exemple, un déplacement vers un centre d'études. Nous avons surpondéré la population aînée dans notre groupe de 70 ans et plus. On avait 853 personnes, 30 à 50 ans, 341 personnes. Le consentement a été donné en ligne. Les participants ont répondu à des questionnaires au sujet de leurs caractéristiques, leur historique et leur dose de vaccin, et ainsi de suite. Et les gens faisaient une vérification mensuelle pour nous dire s'ils avaient reçu une autre dose de vaccin, s'ils avaient connu des épisodes d'effets adverses, s'ils avaient attrapé la COVID. Et les participants recevaient un rappel par courriel à tous les fois qu'ils devaient faire une activité liée à l'étude. Comme l'étude précédente, nous avons utilisé des gouttes de sang séchées et nous avions des vidéos sur le site web pour montrer aux gens comment recueillir une goutte de sang pour l'échantillon. Alors voici notre population. Il y avait des différences des caractéristiques de base des cohortes. L'âge moyen était de 73 ans chez les aînés, 41 ans chez le groupe plus jeune. On avait plus de femmes dans le groupe plus jeune et on avait plus de personnes de race blanche dans le groupe des aînés. Tel qu'anticipé, le groupe des aînés, il y avait plus de comorbidité, 41% avec des maladies cardiovasculaires, hypertension par exemple. Il y avait 15% de diabète et des cas de cancer.
Comme c'était le cas à Vancouver, il y avait des mélanges de doses, donc la cohorte la plus aînée était plus encline à avoir reçu 2 doses de Pfizer dans le groupe des plus jeunes. C'était plutôt le Moderna ou une mixture de AstraZeneca combinée avec un ARNM. Il y a eu, il y a eu beaucoup de variétés pour ce qui est de le moment entre les vaccins. Donc, ça, ce sont certains résultats et je vais vous parler ici de la ratio d'anticorps anti-RBD. Nous avons scindé ça entre personnes dans les deux âges de groupe. Vous voyez ici les diverses étapes, les points temporels dans l'étude sur la durée. Et aussi, on a fait un code couleur pour le nombre de doses de vaccin qu'une personne avait. La ligne pointillée, ce sont des anticorps détectables. Et avant la deuxième dose, quoique les jeunes avaient des anticorps détectables, seulement la moitié de la population aînée avait des anticorps détectables à ce moment-là. Et 2 semaines après la deuxième dose, il y a eu une hausse très marquée des anticorps dans les deux cohortes. Donc, ça montre l'importance des deux vaccins. Et après ça, 12 et 24 semaines par la suite, on voit que les niveaux d'anticorps étaient toujours plus élevés chez les jeunes plutôt que les aînés, mais il y avait eu un déclin avec le temps dans les deux groupes. Avec un rappel, un vaccin de rappel, on voit qu'il y a une bonne croissance d'anticorps. Et la différence était minimale, mais il faut dire qu'il y avait un plus grand nombre d'aînés qui avaient reçu une 4e et 5e dose à ce moment-là. À 60 semaines, on peut voir que tous les membres du jeune groupe étaient au-dessus du seuil, alors que la réponse immunitaire avait baissé beaucoup chez les aînés si on compare au groupe de jeunes. Dans notre étude aussi, on a exécuté une sous-étude. On voulait voir les infections post-vaccinales et l'exécution de tests rapides antigéniques. 806 participants étaient d'accord pour participer. Ils ont fait un test antigénique 2 fois par semaine et ils nous ont fait part dans leur journal de symptômes de COVID. Et on a fait 7116 tests rapides, tests antigéniques entre le 28 janvier et le 29 mars. 64% avaient obtenu un résultat positif au ENP en moyenne 60 jours plus tard, et plus de 35% avaient obtenu un résultat négatif au ENP en moyenne 40 jours plus tard. C'était confirmé par le développement dans des protéines nucléides des anticorps. C'est une autre protéine qu'on a mesurée dans le labo et ça indique la présence d'une infection. On a essayé de trouver un niveau de seuil pour l'immunité, mais on a si peu de cas qu'on n'a pas pu voir une différence entre le niveau d'anticorps entre ceux qui avaient fait un test rapide et ceux qui ne l'avaient pas fait. Mais ceux qui n'avaient pas eu un résultat positif au test, qui avaient rapporté un ou plus de symptômes, qui auraient pu être des symptômes de COVID, on a vu un taux de TRA faussement négatif par rapport au ENP subséquent. Un taux était de 4 à 6,6%. L'incidence d'infection après vaccin est plus faible si on compare à la moyenne des chiffres canadiens. Et on ne sait pas pourquoi on est en dessous de la moyenne au Canada. Est-ce que c'est parce que notre cohorte a vraiment été très diligent pour recevoir les vaccins de rappel, ou si c'est parce qu'ils ont mieux suivi les protocoles exigés par la santé publique? Aussi, une autre façon d'examiner les infections après vaccination,
Ils avaient rapporté des infections dans leur valeur de référence, mais ici, on voit qu'il y a de 5 à 60 cas de COVID qui se sont produites dans chaque période de temps, et les périodes de temps reflètent les diverses vagues d'infection de COVID, avec la pointe se trouvant en avril et au mois de juin de cette année, durant la vague Omicron. Mais j'aimerais souligner que même si le nombre absolu d'infections est plus élevé, mais n'oubliez pas que dans la population, on a plus de patients, donc le pourcentage est le double dans la jeune population, au sein de la jeune cohorte, si on compare à la population aînée, parce qu'on a 2 fois plus d'aînés que de jeunes dans nos cohortes. J'aimerais reconnaître la participation de notre équipe. Comme vous voyez ici, ils sont nommés. Merci, Dr. Walmsley. Et maintenant, je vais inviter Dr. Brummy, qui va nous faire part de ses constats. Merci beaucoup de me donner l'occasion de vous faire part des résultats de notre cohorte à Vancouver. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je vais vous montrer des diapos, des tableaux qui nous montrent des adultes plus jeunes. Bon, jeunes, je veux dire 40 ans en moyenne environ, toujours en bleu sur les diapos, et des adultes aussi âge médian, soit presque 80 ans, et qui sont représentés en couleur orange. Ce sont à la fois des aînés qui vivent indépendamment ou des gens qui vivent dans des résidences collectives. Je voulais vous faire part de certains faits saillants aujourd'hui. D'abord, j'aimerais vous dire qu'on a constaté que ça prenait 3 doses de vaccin ARNM pour arriver avec une équivalence avec les jeunes. Après 2 doses, comme vous voyez à gauche du tableau, la quantité d'anticorps dans le sang des aînés, des personnes plus âgées, en orange, ce niveau était plus faible si on compare aux jeunes adultes, parce que vous voyez que, bon, la tache orange est plus basse sur le tableau que la bleue. Et cette différence-là, avec les astérix au sommet de cette colonne-là, on voit que c'est d'importance statistique. Mais tout le monde obtient un boost d'à peu près un demi-log. Donc, tout le monde a une réponse positive. Les anticorps sont plus élevés. Et vous voyez que les jeunes et les aînés, les deux espèces de masses ou les 2 taches orange et bleues sont à égalité, verticalement parlant. Donc, ils sont à égalité. Mais après le vaccin, naturellement, la quantité d'anticorps dans le sang décline avec le temps, et ça arrive après chaque dose de rappel. Et ce qu'on voit sur ce tableau ici, c'est qu'effectivement, 3 mois et 6 mois après la 3e dose, on voit les taux d'anticorps ont généralement baissé sous ceux qui ont été induits par 2 doses. Il y a eu un déclin dans les 2 groupes. Mais la pondération de ce déclin d'anticorps, cette perte d'anticorps, pour ce qui est de la quantité d'anticorps dans le sang, c'est comparable chez les jeunes et chez les aînés. Comme vous pouvez voir, les deux sont à même hauteur sur le plan vertical, les 2 taches bleues et orange. Mais 6 mois après la 3e dose de vaccin, les niveaux d'anticorps chez les jeunes et les aînés ont en moyenne chuté vers des niveaux plus faibles que ce qu'on voyait après 2 doses au début. Et ce sont des personnes ici qui n'ont jamais été infectées par la COVID sur toute notre période de suivi. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'Omicron est arrivé et la moitié des Canadiens, toute fin pratique, ont reçu leur première infection à la COVID une fois qu'ils avaient reçu une 3e dose. Prochaine diapo. Là, je vous montre ce qui se passe quand la quantité d'anticorps dans le sang, quand ils ont 3 dosages, et après, ils ont leur première infection COVID-19.
Ce qu'on voit ici clairement, c'est que ça donne donc un grand boost à la quantité d'anticorps dans le sang. Et c'est vrai que ce soit des plus vieux adultes ou des plus jeunes. En fait, les gens qui ont eu leur première infection COVID-19 après le troisième dosage, 6 mois après leur troisième dosage, leurs anticorps sont quand même plus élevés, toujours plus élevés que juste après le troisième dosage. C'est-à-dire que quand on a une combinaison de vaccins et d'anticorps de vaccination suivi des anticorps d'une infection naturelle, donne une immunité hybride qui est plus forte de la vaccination en soi. What I've shown so far is Pour la prochaine diapositive, ce que j'ai montré ici, c'est que la quantité de vaccins ou d'anticorps, dans le sang, après ces anticorps, là où les anticorps sont spécifiques à cette souche SARS ou SARS-CoV-2. Malheureusement, cette souche n'existe plus autour du monde et ce qu'on a maintenant, c'est l'Omicron. Et donc, ce qu'on voit à droite, c'est les mêmes données, mais ça montre les niveaux des anticorps contre l'Omicron, donc la souche BA1 d'Omicron. Les tendances sont pareilles, mais la chose intéressante, c'est que les niveaux d'anticorps précisément pour l'Omicron sont beaucoup plus faibles que ce qu'on voit dans la souche du vaccin d'origine. Les diapositives que je viens de vous montrer ont analysé la quantité d'anticorps dans le sang, où généralement plus, c'est mieux, mais on doit également regarder la fonction de ces anticorps également. Ce que je vous montre ici, donc, c'est la fonction de ces anticorps, c'est-à-dire leur capacité de neutraliser ou de bloquer l'infection par le variant Omicron BA1. Et en faisant ça, on fait des essais cliniques biologiques en laboratoire contenu. Je vous montre encore le niveau de neutralisation 1 mois après le deuxième dosage. À gauche, vous voyez les adultes âgés versus les adultes plus jeunes après un dosage. 1 mois après le troisième dosage, tout le monde a un rappel. Les adultes de tous les âges et les adultes de tous âges touchent une équivalence dans leur capacité d'avoir l'Omicron. Et tous les individus de tous les âges ont des niveaux de neutralisation qui sont plus faibles que la capacité minimale de détection. Et les pires nouvelles après ça, c'est que cette capacité de neutraliser, encore une fois, naturellement baisse sur une période de temps. Et en fait, chez les gens qui ont eu 3 vaccins, 3 dosages, mais qui n'ont pas jamais été infectés par la COVID-19, 6 mois après, 56% des plus jeunes ont maintenant la capacité indétectable de neutraliser le Omicron et 96% des adultes âgés ont la capacité de ne pas neutraliser. Et donc, ça indique véritablement que 4 dosages sont nécessaires en dehors de 3 à 6 mois, surtout chez les personnes plus âgées. Beaucoup d'entre eux ont déjà reçu leur dosage. Prochaine diapositive, mais encore une fois, des individus qui ont reçu 3 dosages et malheureusement ont acquis l'infection, ont été infectés. À ce moment-là, on voit une grande augmentation de capacité d'anticorps dans leur sang pour neutraliser l'Omicron. Et donc, on voit une immunité hybride. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est de meilleure magnitude et plus durable dans la réponse immunitaire. Bon, alors pour la prochaine diapositive, je vous ai montré qu'il y a un virus qui n'existe plus autour du monde. Je vous ai montré par rapport à le BA1, mais bien franchement, c'est également, ça n'existe plus. L'Omicron BA5, c'est le variant dominant. Et donc, on pose la question également, à quel point est-ce que ces anticorps, pas ces anticorps, mais à quel point est-ce que ces vaccins et l'hyperimmunité peuvent protéger contre l'Omicron BA5. Ce qu'on trouve malheureusement et chez d'autres aussi, ce qu'on trouve, c'est que la capacité de neutraliser l'Omicron BA1 n'est pas aussi bonne. Cette capacité n'est pas aussi bonne.
à comparer à la première souche. Et malheureusement, la capacité du vaccin qui provoque des anticorps, en fait, c'est pire également pour le micron BA1. Et ça, c'est pour les adultes de tous âges, plus jeunes et plus vieux, un mois après avoir reçu 3 dosages de vaccins chez les individus qui n'ont jamais eu la COVID-19. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les personnes âgées et les plus jeunes sont équivalents, mais peu importe qui vous êtes, la capacité de neutraliser le BA5, ce n'est pas aussi bon que de neutraliser le BA1. Et dans la dernière diapositive, je vais juste vous montrer ce qui se passe chez les individus qui ont eu 3 dosages de vaccins et ensuite, ils ont eu leur première infection COVID-19, donc le même groupe, mais après avoir reçu leur première infection COVID-19, on voit que tout le monde a un grand boost et a beaucoup plus de capacité de neutralisation, mais encore une fois, la capacité de neutraliser l'Omicron BA5 n'est pas aussi fort que l'Omicron BA1 qui est moins fort que pour le variant d'origine. Donc, on indique que pour les individus vulnérables, c'est important de continuer à porter le masque. Et finalement, j'aimerais reconnaître l'équipe qui a fait cette étude ici à Vancouver et je voudrais reconnaître les cliniques et surtout les participants. Sans les participants, on n'aurait pas pu faire cette recherche. Merci beaucoup. Merci, Dr. Brumet. Dr. Costa, c'est maintenant à vous. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion? Merci, Samir. Je suis heureux de vous fournir de la formation de notre université et donc suite à une étude clinique à long terme. J'ai fait cette étude avec la Dr. Dawn Ballard, qui est immunologue dans le secteur et connue. Et on a fait une étude clinique quand même assez grande. C'est une étude qui avait 1100 individus vivant en soins de longue durée ou en centre de retraite. Et on suit ces résidents de façon longitudinale. On remplace certains résidents à titre de 733 résidents. Et ils sont dans les centres de soins de longue durée, un tiers des centres de retraite, donc des endroits où on peut aider à la vie individuelle. Donc, là où les adultes vivent ensemble, mais avec de l'aide des infirmières au besoin. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, comme vous savez, la couverture vaccinale est supérieure à 96,7 %. On regarde tous les dosages, évidemment 1, 2 et 3. On a des taux de vaccination plus élevés, pas aussi élevés que dans les soins de longue durée, comme on a vu, mais c'est quand même assez élevé chez les résidents. On a vu ça dans les centres de retraite. Ce n'est pas les mêmes données démographiques que dans les soins de longue durée. Et la plupart des aînés qui sont éligibles au 5e dosage commencent à le recevoir. Et donc, on voit ça. Prochaine diapositive. Mais on voit quand même beaucoup de pression sur les infections. Vous avez vu ça dans les diapositives de Dr. Evans et dans d'autres informations d'aujourd'hui et probablement des informations dans les médias et dans les CHSLD et plus dans les CHSLD que pour les centres de retraite pour plusieurs raisons. On voit beaucoup de pression sur les infections. Au moment où on était donc, en juillet 2022, dans un seul mois, 50 % des résidents étaient infectés. Et on voit des historiques complexes d'infection. Vous voyez ça à droite, où on voit beaucoup de résidents qui ont 2 infections ou plus et de types différents, et ça contribue à l'aspect compliqué. On essaie de comprendre comment toutes les infections du passé ont une influence sur les infections de l'avenir. Pourquoi est-ce qu'on voit autant d'infections? Bon, c'est multifactoriel, mais avec un peu de chance, on va illuminer ces facteurs. On devrait noter quand même, ceci dit, que même si les infections augmentent, on voit des diminutions en termes des fatalités de cas. Mais il y a des gens qui décrivent la COVID-19 en étant comme la grippe. Ce n'est pas du tout le cas. C'est nettement plus dangereux que la grippe. Les gens devraient savoir ça.
Dans les capacités de neutralisation des anticorps, on peut comparer à gauche la variante ancestrale, comme on a mentionné, c'est quelque chose qui n'existe plus, et l'Omicron représenté par le BA1 ici à droite. On a après troisième dosage et quatrième dosage et on voit le temps depuis ces vaccins. Et ce qu'on compare, donc, c'est la capacité des anticorps de neutraliser et les individus sont représentés par les bulles et la médiane est neutralisée par les, est représentée par les lignes colorées. À droite, si vous regardez les deux images, c'est que quand on se compare au vieux variant versus le nouveau variant, le vaccin performe nettement moins bien chez les nouveaux variants. C'est pour ça qu'on voit plus d'infections dans les centres de soins de longue durée et les centres de retraite. Alors, ça fait partie du portrait. Si vous regardez à droite, j'attirerai votre attention sur le fait que même si le portrait est vrai, qu'on voit moins de performance du vaccin en tant que tel, que plus de vaccins, dans ce cas-ci, le quatrième dosage, était vraiment très aidant pour l'augmentation de capacité. Même si dans tous ces portraits, on voit une diminution en termes de protection dans le temps. Évidemment, ça, c'est un des aspects de la pandémie qu'on continue à voir. Donc, la quatrième dose, c'est important et c'est étudié par l'Ontario où le quatrième dosage a été prouvé en étant très efficace. Prochaine diapositive. Le rôle des autres infections est mélangé dans notre étude clinique. Là, on regarde les données après le quatrième dosage. On compare le variant ancestral à l'Omicron, dans ce cas-ci représenté par le BA1, et on regarde la capacité neutralisante et on divise parmi les gens ayant zéro infection à gauche, ceux qui ont eu une infection avant, donc avant le mois de décembre 2021, avant l'Omicron, avec infection de l'Omicron et l'infection en soi. Comme vous voyez, c'est un portrait plutôt compliqué. Il n'y a pas de pattern facilement détectable dans les infections, y compris l'immunité qui augmente et la capacité de protection. En fait, dans toutes les images, on voit une diminution dans le temps. Et même s'il y a des données probantes par rapport au rôle des autres infections et l'immunité à court terme, c'est quand même compliqué. Et c'est mélangé et c'est très court. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et il y a beaucoup d'interactions curieuses qui se produisent, particulièrement maintenant. Et donc, ça, c'est un aperçu plus récent qui regarde le BA5 dans notre cohorte. Ici, nous avons l'influence des anciennes infections et sur le risque d'autres infections entre le 1er juillet 2026 et pour 800 résidents. L'histoire est compliquée, c'est ce qu'on finit par retrouver. Dans beaucoup de recherches épidémiologiques, on voit que d'autres événements du passé prévoient l'avenir. Et ici aussi, on trouve qu'avec la période BA5, en ce qui concerne l'infection, on voit que quand on a eu une infection par BA1, BA2, ça augmente le risque d'une autre infection BA5. Alors, ce n'est pas nécessairement pas dû à l'infection, et c'est ça qu'on essaie de comprendre, mais avec des limites qui sont soulevées donc dans les CHSLD, et comme on interprète différemment les politiques et la protection, donc chez nous et dans le pays, on commence à avoir des facteurs de risque qui sont axés sur le comportement. Comme au début de la pandémie, justement, ça commence à influencer le risque de l'infection et ça commence à compliquer le portrait. Mais pour les gens jamais infectés, on voit moins de risques associés au BA5. Encore une fois, je pense que ça porte sur la facilité et les risques associés. Ça, c'est de l'information provenant de quelque chose qu'on a récemment publié. Donc, du 15 décembre au 3 mai, au début de l'Omicron,
Le risque associé à l'infection pour le BA1 et le BA2 est décrit ici. Et ce qu'on a trouvé, c'est que Moderna a surperformé par rapport à Pfizer. Donc, 3 doses de Moderna versus Pfizer. Pour les 4e doses, il y a beaucoup de données probantes, comme démontré ailleurs, par rapport à la protection. Et encore une fois, on voit, hein, c'est mélangé, mais ce qui est probablement en effet protégé comparé à une infection du passé. Et donc, je dis que c'est un portrait mixte parce que l'intervention d'un vaccin est un événement beaucoup plus précis qu'une infection en tant que telle. Donc, c'est parmi d'autres causes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, en général, on a tendance à penser à des boîtiers de protection. C'est sûr que d'autres dosages comptent et les individus qui sont éligibles à des dosages devraient recevoir cela. C'est évidemment les meilleures données probantes pour se protéger et nos êtres chers. Et on a l'impression de voir que nos données probantes sont alignées avec d'autres données probantes et la protection pendant le vaccin de 3 à 6 mois en reconnaissant qu'il faut survivre à l'infection pour pouvoir recevoir l'avantage si ça existe. Et c'est mélangé. C'est important de faire une vaccination au début de la vague. En Ontario, c'était un petit peu plus tôt, c'était pas tôt dans d'autres juridictions et ça aurait dû. C'est important d'être infecté le moins possible. Il y a des risques et les autres données probantes, donc par rapport aux autres résultats suite à une infection. Et évidemment, la protection que les gens ont, pour avoir la protection, il faut survivre pour pouvoir être protégé et ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, l'immunité conférée par les vaccins qui protègent contre l'infection est plus vigoureuse peu après la vaccination. Donc, c'est important d'avoir le vaccin qui est disponible pour vous versus choisir. Et ça, c'est aligné avec toutes les données probantes jusqu'à présent. Merci beaucoup de nous. On dépend de beaucoup d'individus pour accomplir ces essais cliniques. Et ici, nous avons nos partenaires qui nous ont aidés dans notre travail. Merci beaucoup. Merci, Dr. Costa. Dr. McGeer, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Samir. Bienvenue tout le monde. Je vous parle de l'Université de Toronto, comme Dr. Sinha a dit. Donc, nous avons travaillé sur notre sous-étude sur l'immunogénicité de la COVID-19 en soins de longue durée. Donc, c'est les infections COVID-19 et l'immunogénicité. Je travaille avec beaucoup de compagnies qui fabriquent les antiviraux et d'autres vaccins. Ici, donc, prochaine diapositive, j'ai une cohorte à l'étude. C'est au niveau de la maîtrise, mais ça n'inclut pas les centres de retraite et c'est plus petit. Donc, on avait 203 résidents inscrits dans 4 résidences de soins de longue durée et ils avaient un mélange de Moderna et de Pfizer. 2 résidences ont eu Moderna et 1 résidence a eu Pfizer. 3e dose, la même chose que pour la première dose. Et pour la 4e dose, enfin, tout le monde a eu Moderna pour les raisons qu'on vient de noter sur les autres diapositives. Moderna protège plus les aînés contre la COVID-19. Les caractéristiques ici sont plutôt typiques, donc les soins de longue durée, 88 ans, l'âge médian, et on avait 137 femmes. Seulement 8 résidents étaient immunosupprimés. Au début de l'essai clinique, juste avant les premiers dosages de COVID-19 en janvier 2021, 25 résidents avaient été atteints de la COVID-19, confirmés en laboratoire par le passé, donc dans ces résidences. Pour les concentrations, nous avons dans le laboratoire de Dr. Ingo Schindler, nous avons ELISA et ça, c'est l'immunisation en centre de microbiologie et vous voyez le suivi qui est apporté. C'est vrai pour tous ces essais cliniques et le dosage
après le vaccin à 2 à 4 semaines. Comme ça, vous avez des niveaux pics d'anticorps et vous avez le temps après ça pour analyser quand on devrait commencer à réfléchir au prochain dosage de vaccin. Prochaine diapositive. Alors, je veux parler de choses qui sont les mêmes, donc les choses qu'on pourrait dire sont différentes, mais qui ne le sont pas, et des choses qui sont plutôt précises à notre cohorte. Ici, vous voyez des infections dans ce groupe de patients. Le rouge, c'est des infections avant l'étude. Le jaune, c'était une éclosion gamma dans un CHSLD après 2 dosages de vaccin. Et après ça, il n'y avait pas d'infection avant la vague de l'Omicron. Dr. Costa a dit qu'on a commencé tôt avec la quatrième dose en Ontario et que ça a bien fonctionné. Mais en fait, vous voyez qu'on n'était pas assez tôt avec cette quatrième dose. Et ce grand chiffre d'infections, c'est des infections Omicron qui ont eu lieu à la fin décembre et en janvier. Et ensuite, on avait d'autres infections en soins de longue durée avant de pouvoir livrer les doses. Donc, ça vous dit à quel point il faut être rapide dans les soins de longue durée pour protéger les résidents. Et très peu d'infections par la suite dans la vague BA1, BA2, après que la quatrième dose a pris effet. Et une des meilleures choses, en fait, par rapport à ça, c'était de voir à quel point on avait des taux d'anticorps après les quatrièmes doses. Comme Dr. Grémet a bien dit, ça prend donc les personnes aînées et les résidents en soins de longue durée plus de temps et plus de doses de vaccination pour avoir les mêmes niveaux, mais c'est possible. Une autre chose importante à analyser ici dans ce cas-ci, c'est de ne pas oublier que lorsqu'on arrive dans l'automne, c'est malgré la catastrophe qui était des centres de soins de CHLD, enfin les CHSLD, et malgré tous les décès, 50% de notre cohorte n'a pas encore eu une infection de la COVID-19. Et donc, ça, c'est jusqu'au début de la vague BA4, BA5. Et donc, il y a quand même beaucoup de résidents en CHSLD qui ont besoin d'être protégés contre la COVID. Prochaine diapositive. Donc, pour les diapositives, vous voyez ici la différence entre Pfizer et Moderna. Moderna a donné des niveaux d'anticorps plus élevés et des très bons niveaux d'anticorps après le dosage 3. Donc à droite, mais vous voyez ce qui se passe avec l'Omicron BA2, où les niveaux d'anticorps versus la première souche ont l'air vraiment bien. Après ces trois-là, et quand vous les regardez à comparer au BA3, 2, pardon, vous voyez que beaucoup de résidents n'ont pas des anticorps neutralisants. Et c'est pour ça que les quatrièmes dosages étaient tellement importants quand on a protégé les résidents contre l'infection associée à BA2. Prochaine diapositive. Là, vous avez vu la plupart de ça. Déjà, c'est dans notre cohorte, dans notre pratique, et c'est associé à ce qu'on appelle les titres de pseudo-neutralisation. Et donc, vous voyez des études, mais pas tout, parce que la différence est petite. Les gens immunosupprimés dans ces adultes frêles, même avec un minimum d'immunosuppression, ils ont beaucoup d'impact sur la production d'anticorps. Pfizer n'est pas aussi bon que Moderna à générer des anticorps et ne montre pas autant de résultats positifs. Alors, finalement, quand on regarde les quatrièmes dosages de vaccins, donc ça, c'est les titres de pseudo-neutralisation pris 6 mois après la quatrième dose de vaccin dans cette cohorte. Essentiellement, tout le monde dans la cohorte, je pense qu'il y avait juste 3 résidents qui n'ont pas eu la quatrième dose, mais vous voyez que versus le type on avait des niveaux maintenus après 6 mois après la quatrième dose. Et c'est très prometteur parce que ce qu'on a vu après les deuxième et troisième doses, c'est qu'on ne maintenait pas les hauts niveaux de neutralisation, même versus l'ancestral. Et donc, vous pouvez voir ici également que 6 mois plus tard,
les concentrations ont baissé considérablement. 22 des résidents au mois d'août n'avaient aucun anticorps neutralisant contre BA5 et 15 ont des taux limites contre le variant BA5. Donc, c'est ce qu'on croit, c'est des niveaux de protection. Et un autre 5 ou 15 de ces résidents qui sont proches de la ligne, ça c'est à 2 mois et on s'attend à ce que ça baisse encore une fois. Et donc, ça vous dit pourquoi c'est si important d'avoir une 5e dose, un vaccin de 5e dose chez les résidents en soins de longue durée avant de faire face à beaucoup d'activités associées à la COVID. Et quand on regarde les infections, au moins 30 des résidents qui n'ont pas encore été affectés dans les soins de longue durée. Et finalement, dans ce groupe de résidents, une infection COVID pendant le Omicron était la meilleure façon de prévoir les hauts niveaux d'anticorps mesurés 6 mois après le vaccin. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est une différence intéressante entre ce que l'étude de Dr. Wamsey a donné, c'est-à-dire que vous ne mesurez pas les anticorps plus élevés chez les gens qui venaient d'avoir une infection associée à l'Omicron. Mais peut-être qu'on peut penser que ces niveaux d'anticorps vont durer plus longtemps si on a une infection. Et donc, ça, c'est une partie très intéressante qui doit quand même être comprise lorsqu'on tente d'avancer et on essaie de comprendre l'immunité chez les résidents en soins de longue durée et lorsqu'on essaie de comprendre c'est quoi le meilleur programme de vaccin sur les prochains mois pour eux. Maintenant, je vais passer à la prochaine diapositive. Là, ça, c'est une grande étude dans plusieurs hôpitaux et 4 CHSLD. Je suis très reconnaissante de tous ces gens-là qui ont travaillé avec les résidents et les décideurs qui ont participé à cet essai clinique. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. McGeer. Merci, Dr. McGeer. C'était une très bonne présentation avec beaucoup d'informations. Maintenant, on va commencer la discussion de panel. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est qu'on va commencer par quelques questions, 2 questions pour notre panel. Et après ça, on aura plusieurs questions qui vont rentrer. Et donc, on va pouvoir en trouver plusieurs. J'aimerais commencer par reconnaître que lors de ce séminaire, on voulait répondre à certaines questions. Vous avez répondu à quel point est-ce que ces rappels sont importants pour les gens 70 ans et plus. Et ce que tout le monde dit, c'est que c'est très important. On a également répondu à la question, bon, est-ce que le risque d'avoir la COVID-19, c'est plus élevé si on habite en CHSLD ou si on a 70 ans dans une communauté? Et en fait, j'ai entendu que les gens en CHSLD ont été plus à risque, mais ce n'est pas tout le monde en CHSLD a eu l'infection. Donc, il y a du travail à faire partout. Ma première question, donc, et n'importe qui peut répondre à cette question-ci, mais je pense que pour le moment, tout le monde réfléchit à l'automne, tout le monde réfléchit à ça. On entend qu'il y aura peut-être une nouvelle vague d'infection de la COVID-19 pendant la saison de grippe également. Et donc, est-ce que les Canadiens aînés devraient mettre leur masque et limiter leurs interactions à l'intérieur? Est-ce que vous avez des conseils pour les gens où ils habitent et ce qu'ils devraient considérer maintenant? Vous voulez que je sorte sur la glace mince? Bon, la première chose que les aînés doivent savoir, c'est que vous voulez avoir un vaccin contre la grippe et contre la COVID-19, pas pour toujours, mais pour les prochains mois. Donc, vous voulez faire ça au début de la saison. Alors, c'est logique pour les gens qui sont des adultes plus vieux. Et il y a un certain niveau de risque qu'on doit atténuer. En Ontario, il y avait 50 personnes par semaine qui décédaient de la COVID. Généralement, c'est des gens frêles et plus vieux. Et personne ne veut penser qu'on est frêle et plus vieux, mais c'est le cas pour certains et certaines. Et plus on est frêle, plus on est vieux, plus vieux, plus on veut réfléchir à ce qu'on peut faire pour se protéger et des choses qui interfèrent le moins avec la vie que vous voulez vivre. Alors, la distanciation sociale, ça va. Peut-être aller dans moins de restaurants. Bon, vous voulez réfléchir à maintenir la protection pour les adultes plus âgés.
Et tout le monde a besoin de trouver l'équilibre entre la vie qu'on veut vivre et tout en maintenant la protection. C'est très évident de l'étude de Sharon que beaucoup de gens travaillent très, très fort pour se protéger contre la COVID et ils réussissent également. Et donc, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de petites choses qu'on peut faire pour améliorer les choses. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ou je passe à la prochaine question? Je crois que c'est notre hypothèse. Nous avons eu beaucoup plus d'infections au sein de notre jeune cohorte par comparaison à celle plus âgée. Et notre hypothèse, c'est que les aînés sont plus prudents, plus enclins à porter le masque, éviter les grandes foules, alors que les jeunes, bon, pour eux, la vie est de retour à la normale. Alors, j'ai été à plusieurs réunions depuis les derniers quelques mois avec des grands groupes. Et bon, ensuite, on reçoit un courriel et il y a quelqu'un qui a contracté la COVID et qui avertit tout le monde. Et dans le métro, par exemple, c'est étonnant. C'est simple de porter le masque dans un espace clos comme le métro, mais il y a beaucoup de gens qui ne le portent pas. Dans certaines de nos études aussi, il y a des gens qui disent se protéger. Les gens qui disent qu'ils ils pratiquent moins d'activités, ils évitent, ils pratiquent une distanciation, ils portent le masque, ces gens-là ont moins d'infections. Ça protège peut-être pas à 100%, mais quand même, ça protège de façon appréciable. Bon, une vue d'ensemble, d'un point de vue macro à l'échelle du pays, même dans le contexte du tsunami Omicron qu'on a vu, il reste de 10 à 12 millions de Canadiens qui n'ont jamais été infectés. Ce sont surtout dans les groupes plus âgés, ces gens-là, qu'on les trouve. Donc, les messages de la part des docteurs Walmsley, McGeer et d'autres, ce sont des messages essentiels. Il faut continuer à être vigilant, éviter les infections autant que possible. C'est d'importance critique. Surtout, vu ce qu'on entend au sujet ce qu'on apprend au sujet des complications, la COVID longue, et ainsi de suite. Ce qu'on comprend bien ici, c'est qu'une chose qu'on peut faire, avec cette nouvelle vague et avec la disponibilité des vaccins de rappel, la bonne idée, c'est de les obtenir tous les deux aussitôt que possible. J'ai une autre question. Peut-être que le docteur Costa, qui travaille dans un contexte de soins de longue durée, le docteur McGeer aussi, on voit beaucoup de mesures mises en œuvre dans les centres pour personnes aînées, les centres de soins de longue durée. Pensez-vous que ça va avoir un impact positif à long terme pour aussi repousser les infections dans ce contexte aussi? Qu'est-ce qu'on en sait? Voulez-vous que je commence? Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, ça doit sûrement avoir une influence. Ça a eu une influence avec la COVID-2. Au début, ça a eu une influence, c'est certain. Avant les restrictions, tout ça, et avant le vaccin, ça a eu un effet concret. Mais ce qu'on constate maintenant, c'est que les choses se sont complexifiées. Suite à la vaccin, les résidents en soins de longue durée, ils sont grandement vaccinés. Il y a beaucoup de la vaccination s'est répandue. Mais on voit des facteurs associés. On ne sait pas exactement quels sont les facteurs parce que au foyer, ça peut être très différent d'un foyer à l'autre, mais il semble qu'il y a beaucoup d'actions au niveau des foyers. Ça nous fait penser qu'il y a des comportements qui pourraient empêcher des infections, sans pour autant tomber dans le confinement vraiment très rigoureux. C'est en deux volets, je pense, la réponse. On a appris beaucoup sur comment réduire le risque d'infection dans des résidences communes, des environnements de vie communs. Mais il y a des choses qui sont relativement coûteuses et qui limitent beaucoup nos activités. Donc, on veut les éviter si possible. Donc, il y a deux aspects. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire qui nous permettent de mieux prévenir dans les soins de longue durée. Mais il y a des problèmes structurels fondamentaux qui restent, à savoir le nombre de personnes dans une salle, la taille des centres aussi de soins de longue durée. Ça aussi, ça devra changer. Parce que si la prochaine pandémie commençait demain,
et c'était des infections respiratoires, on ne serait pas mieux placé dans le contexte de soins de longue durée. Ce ne serait pas mieux qu'au début de la pandémie covidienne. On verra ça venir, oui, et peut-être qu'on pourrait mettre en place d'autres mesures, mais le risque de transmission ne serait pas très différent. Et même si on a quand même appris des choses, puis on réussit mieux à prévenir, mais il y a des choses, des aspects fondamentaux et structurels qui devront changer. Et maintenant, on sait que les éclosions pour toutes les autres maladies respiratoires qui ont été suivies de la même façon et il y a eu beaucoup d'influence par l'influence des éléments structurels, par exemple le rassemblement de foule dans des lieux clos. Les participants, le public, posent des questions. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de vous en poser le maximum. Est-ce que c'est possible d'avoir une chute de niveau d'anticorps de COVID chuter jusqu'à 0? Inaudible, faute de clarté sonore, désolé. Ça concerne un petit nombre de personnes, très restreint. Mais nous avons des résidents qui sont immunosupprimés et il y en a qui n'ont qui n'ont pas eu aucun anticorps neutralisant 4 semaines après un 4e vaccin. Donc, il y a des gens immunosupprimés qui ne développent aucun anticorps malgré les vaccins. Il y a plusieurs résidents qui n'ont pas, par exemple, d'anticorps. Ils ont des anticorps contre la souche d'origine, mais pas le BA5. Chez nous, 2% de la population aînée n'a pas développé d'anticorps après le 2e vaccin, et ça a chuté à 7% avec le temps. Donc, les niveaux peuvent chuter, oui. L'autre aspect de ce fait, on ne sait pas, on peut pas être certain que 0 anticorps, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune protection, parce qu'il y a d'autres facteurs qui contribuent à lutter contre l'infection. Mais nous recommandions qu'ils reçoivent quand même une dose de rappel. Je voulais ajouter que c'est possible aussi que la fonction neutralisante des anticorps, ça peut chuter à des niveaux qui ne sont plus détectables. C'est possible. En plus des niveaux d'anticorps. Mais ça ne veut pas dire nécessairement, on ne peut pas dire avec certitude que ça veut dire qu'il n'y a aucune protection. Mais oui, les doses de rappel sont très importantes. Dr. Brumming, une autre question. Une infection, est-ce que ça peut avoir l'effet équivalent d'une dose, par exemple? Si quelqu'un a reçu une dose, 3 doses, et a été infecté 3 mois plus tard, est-ce qu'ils peuvent attendre un autre 3 mois pour prendre la 4e dose, le 4e vaccin? Bon, oui, en bref, mais pour clarifier, on ne devrait pas essayer d'attraper la COVID-19 juste pour bénéficier, pour ainsi dire, pour obtenir les bienfaits d'une immunisation hybride. Le docteur Costa l'a exprimé beaucoup plus clairement, il faut absolument éviter la COVID-19. Mais malheureusement, on l'attrape, ça arrive, et vous n'avez pas pour autant besoin d'aller immédiatement obtenir votre dose de rappel. Même si peut-être que ça fait déjà 6 mois depuis votre 3e dose. Il est trop tôt encore pour dire, peut-être que d'autres groupes ont des données, mais à savoir à quelle vitesse les anticorps, les niveaux d'anticorps vont chuter chez les gens avec 3 doses et une infection. Nos données nous laissent entendre que d'attendre 3 mois, ça devrait être parfaitement adéquat. Et même, vous pourriez attendre 6 mois, même 6 mois après l'infection. Pour les adultes plus jeunes, ça peut être bien aussi, ça peut être suffisant. Mais il y a peut-être d'autres groupes de la population, ou plutôt d'autres études qui suggèrent, qui ont des données qui suggèrent une autre réalité ou une autre. Mais ça, c'est mon extrapolation à partir des données que nous avons. Dans la mesure où on peut répondre précisément, inaudible. L'autre question
bon, si la prochaine dose est une dose bivalente ou non, cet automne, les doses de rappel bivalentes vont être offertes partout et c'est logique d'en profiter et puis de prendre le vaccin bivalent. La question, c'est de savoir si c'était différent dans le cas d'une dose bivalente. Dans le même ordre d'idée, je vais poser la question parce que ça a trait au vaccin bivalent. La question est celle-ci. Quelle est la valeur d'un vaccin bivalent en ce moment par opposition à un vaccin univalent contre l'Omicron, puisque la souche d'origine est disparue aujourd'hui? Allez-y, ceux qui voudront répondre. Le vaccin bivalent qui inclut les souches qui se sont éteintes maintenant, ça reste quand même utile parce que les anticorps, même contre la souche d'origine, ça va quand même créer une protection contre les variants actuels et on peut espérer aussi les Omicron et les variants Omicron de l'avenir qui risquent d'arriver. Le vaccin bivalent, ça combine les meilleurs des deux mondes, si on veut. Et sur le plan purement pratique, il n'y a aucun vaccin uniquement pour l'Omicron de toute façon. On s'est habitué à penser que l'Omicron, la COVID va évoluer comme la grippe a évolué. Mais l'évolution du virus, évolue de façon linéaire. Et bon, enfin, c'était vrai du virus de la grippe, par exemple, mais la COVID a réagi complètement différent et a évolué de façon différente de la grippe. On ne sait pas, avec le SARS-CoV, comment ça va évoluer. Peut-être que Tai, quand Tai va venir, peut-être que ça va être une espèce de petit-fils de l'Omicron, ou ça pourrait être le petit-fils de Wuhan, est complètement différent aussi. Donc, on veut élargir nos protections au maximum contre ce qui pourrait survenir à l'avenir. Mais aussi, si vous examinez la différence entre les anticorps et les protections qu'on est enclin à avoir entre la souche ancestrale et puis les rappels contre l'Omicron, il y a une différence, mais elle n'est pas si grande. On obtient comme ça, avec le rappel pour l'ancestral, et ça pour la dose de rappel pour l'Omicron. Donc, il n'y a pas une si grande différence. C'est pour ça qu'il faut rester à jour. On sait ça vraiment de loin, la chose la plus importante. Il ne faut pas attendre l'éventuelle meilleure version qui s'en vient bientôt. Non. Oui, ça, c'était bien démontré dans votre étude, Dr. Costa et Dr. McGee en ont parlé aussi. L'important, c'est d'être vacciné au moment opportun, au bon moment, dès le début d'une vague, pour anticiper. Et puisqu'en ce moment, de toute façon, il y a des doses de rappel bivalentes disponibles, et puis on peut les faire co-administrer aussi. Donc, il faut aller se faire vacciner aussitôt que possible. Voici la prochaine question. Et peut-être que Dr. Sadarangani pourra commenter aussi. Dans les études sérologiques, les infections après un vaccin créent une meilleure augmentation des niveaux d'anticorps si on compare à juste la vaccination. Mais comment ça se compare au niveau des anticorps créés par une infection seule? Bon, je vais avancer comme vous m'avez posé la question en premier. Donc, on a avancé à comparer à notre ARNM. Et donc, 2 dosages, c'est beaucoup plus que l'infection. Et ce qu'on a vu de tous les essais cliniques que vous avez vus aujourd'hui, c'est que les rappels vous donnent plus d'anticorps, même au-delà des 2 premières doses. Donc, pour revenir à vos points, on pourrait s'attendre
Bon, on n'a toujours pas ce niveau de protection. On ne croit pas que l'anticorps en soi, c'est la seule méthode par laquelle on peut protéger les gens. On ne sait pas la quantité d'anticorps et peut-être que c'est différent dépendant des populations et des variants, mais on croit que les anticorps sont très importants et donc tout d'un coup, ça sera probablement généralement mieux pour la plupart. Et donc, je pense que c'est ça qui est reflété dans les commentaires que vous avez faits, que la protection à court terme qu'on obtient d'une infection versus la protection à plus long terme de la vaccination, ça, c'est quand même les niveaux d'anticorps qu'on voit des vaccins mRNA ou ARNM. Merci. D'autres réflexions sur cette question-là? Oui, alors pour appuyer ce qui vient d'être dit, les anticorps provoqués par vaccin sont meilleurs. Une minorité de nos participants ont déjà eu la COVID-19, donc avant que les vaccins soient disponibles. Et malgré que la plupart d'entre eux avaient certains anticorps, la neutralisation était essentiellement négative et non détectable chez quasiment tout le monde qui était en convalescence. Donc, 2 dosages vont vous donner une réponse anticorps bien meilleure que ce à quoi on pourrait s'attendre de l'infection en soi. Merci. Je vais passer à la prochaine question qu'on a. Ça, c'est une question pour Dr. McGeer, mais d'autres personnes peuvent faire un commentaire. Voici la question. Vous avez dit que 50 de l'échantillon en CHSLD n'était toujours pas infecté par la COVID. Est-ce que c'est possible qu'ils étaient infectés, mais asymptomatiques et pas détectés? Est-ce que les niveaux antiennes auraient pu baisser très rapidement sans détection? Alors, c'est une question excellente parce que les niveaux antiennes peuvent baisser sur le temps et on peut manquer des gens. Donc, on va probablement avoir certaines personnes qui sont infectées, surtout dans la première vague. Vous vous souvenez à quel point on ne pouvait pas tester les gens dans la première vague et dans les CHSLD en Ontario, on ne testait pas pendant beaucoup d'éclosions. Ceci dit, on sait également que la grande majorité, donc 22 sur 25 résidents, ont des niveaux d'anticorps. Et on a 5 résidents qui sont passés au travers de ça, qui étaient diagnostiqués par la sérologie. Et sur ce tableau, bon, on ne sait pas quand ils ont été affectés, mais on ne peut pas attribuer une heure, un temps, une date, mais on sait qu'ils ont été affectés et il y a une petite quantité de résidents qui ont des diagnostics basés sur les protéines antinucléaires. Et ça, c'est un petit chiffre. Ça reflète le fait qu'il y a beaucoup de tests qui se passent dans les centres, les CHSLD, parce qu'on veut détecter les éclosions à l'avance et mettre en œuvre des précautions. Donc, je pense que dans la communauté, il y a eu bien plus d'infections non diagnostiquées, mais dans les soins, les centres de longue durée, de soins de longue durée, on fait des tests. Oui, mais on regarde les protéines nucléaires à tous les 3 mois et la grande majorité des gens qui ont développé cela ont eu des symptômes. Et pendant notre test d'antigène rapide, seulement 3 des gens qui n'avaient pas de dosage avaient un PM dans ces essais cliniques. Mais encore une fois, on a des variables. Et je pense que c'est un bon message qu'on entend également, hein. Il faut dire que le nombre de gens, donc le pourcentage dans l'étude de Dr. McGeer. Dr. Koss, est-ce que vous avez vu quand même quelque chose de semblable, une bonne nouvelle, qu'on fait relativement bien dans certains cas en termes d'aider à protéger les résidents vulnérables? Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas trop. Moi, c'est souvent mieux, mais on a une statistique semblable, de façon semblable. Nos cas confirmés PCR sont semblables à d'autres cas. Et donc, on va chercher les antiennes à plusieurs reprises. Il y a eu des centres qui ont eu très peu d'affections, d'autres qui ont des affections fréquemment. Ça fait partie du portrait également.
On ne pourrait pas s'attendre à être en centre de retraite ou en CHSLD et voir 50 et présumer que c'est le cas. Ça dépend du centre. Il y a des facteurs communiqués qui rentrent en jeu. C'est difficile de les changer, mais il y a d'autres facteurs également qu'on pourrait probablement influencer sur une période de temps. Oui, et je veux juste dire que si vous pensez qu'en regardant le CHSLD, vous pouvez le détecter, la réponse, c'est que non. Un des CHSLD qu'on a, c'est une installation de classe C, 4 chambres. C'était sur ma liste au début de la pandémie. Je me suis dit, ce centre va avoir des éclosions catastrophiques et ça n'a pas été le cas. Ils sont très gentils, ils travaillent très bien, mais je ne comprends vraiment pas parce qu'il y a des grandes installations. On pourrait penser que ça a bien fonctionné, mais ça n'a pas bien fonctionné du tout. Et il y a d'autres installations qui n'ont pas bien réussi. Et donc, ça demeure, comme Andrew a dit, bon, c'est un peu mystérieux à savoir qu'est-ce qui fait en sorte que certains centres sont à risque et d'autres pas. On pense les prévoir, mais ce n'est pas le cas. Personne ne voit les résultats comme on pensait. D'accord, très bien. Je vais essayer de faire des questions-réponses rapides maintenant, parce qu'on a beaucoup de très bonnes questions. Je vais voir si on peut au moins avoir quelqu'un qui veut répondre. J'ai à peu près 5 minutes pour répondre à des questions, mais évidemment, ce n'est pas des questions simples. Donc, on va faire de notre possible. Prochaine question. Les niveaux IgG, le RBD, les protéines dans le sang, toutes ces protéines étaient gérées dans tous les essais cliniques étudiés et on a utilisé des échantillons de sang séché. Est-ce que vous avez évalué le IgA et le IgG dans le nez et dans la salive parce que ça serait plus indicatif des anticorps qui pourraient empêcher une infection? Bon, Samir, on ne l'a pas déjà fait, mais on va le faire. Ça, c'est la prochaine étape de notre étude. On va regarder le nasal et les immunités hybrides. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, on en a fait un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que le IgA dans le sérum, mais pas dans la salive, avait l'air de corréler mieux avec la protection. Donc, il y a comme une hypothèse que si on a une protection mucosale, que ça va nous protéger. Ce n'est pas le cas pour d'autres virus respiratoires. Donc, on n'a pas encore conclu, mais c'est des bonnes informations. Donc, c'est bien de partager parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui travaillent sur les anticorps salivaires. D'accord, merci. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle emphase sur neutraliser les anticorps qui visent le pic RBD pour la protection? Est-ce que le lien des anticorps sur la protéine ne devrait pas donner la reconnaissance de SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-2 par les cellules immunitaires? Bon, alors quand on parle d'anticorps neutralisants, ce n'est pas des anticorps qui peuvent se lier, mais on le sait, c'est les anticorps qui tuent le virus. Donc, quand vous faites la neutralisation du virus et vous dites que vous cherchez la profondeur virale, peut-être que ça peut avoir lieu parce que vous empêchez l'attachement aux cellules, mais peut-être également parce que quand c'est lié, ça augmente certaines choses dans le corps. Et donc, la neutralisation, ce n'est pas pour un seul facteur. Ceci dit, c'est vrai que la concentration d'anticorps neutralisants se corrèle bien avec une liaison des récepteurs qui restent sur le pic, sur la pointe, et donc le spike, la pointe. Et donc, c'est très semblable à ce qu'ils voient. Et donc, on finit par avoir les mêmes résultats dans les deux sens, en fait. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'en Colombie-Britannique, il y a certains centres où les gens ont plus d'infections que dans d'autres? On a le turquoise. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de protection dans les communautés de la Colombie-Britannique? Dr. Evans, je ne sais pas si vous voulez tenter de répondre à cette question-là. Non, j'ai plutôt passé à Dr. Sadarangani.
Les données de la Colombie-Britannique, c'est les plus récentes et les données des CHSLD datent de 2-3 mois avant ça. Donc, c'est peut-être un effet temporel, mais je suis sûre que le docteur Sandarangani va avoir d'autres observations. Oui, et au-delà de ça, je pense qu'il faut être prudent. Si on compare les données des études différentes, c'est collecté de façon différente. Parfois, on utilise des essais différents pour mesurer les anticorps et il y a des régions, donc on sait qu'il y a des variations régionales pour le taux d'infection également. Alors, je prendrai la diapositive du Dr. Evans plus comme grand portrait et je pense que c'est plus difficile d'aller chercher des points spécifiques et de faire des comparaisons directes. Merci beaucoup. Je vais essayer avec cette dernière question avant de conclure. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la COVID-19? Ça ressemble à quoi en termes de rappel pour l'avenir? Est-ce qu'on croit que ce serait quelque chose de l'avenir, cela? Ça? Ben moi, je pense que oui, là. Je pense qu'on peut espérer qu'on n'aura pas besoin de rappel en janvier, mais c'est juste un espoir. Je pense qu'on va probablement avoir besoin de rappel au début de l'année prochaine, à un moment donné, et probablement à l'automne après ça. Après ça, ben, écoutez, c'est n'importe qui peut deviner, hein, je ne sais pas du tout. Si je regarde le visage de Dr. Walmsley, on ne dit pas de rappel pour toujours et elle dit, oh mon Dieu, oui, elle a probablement raison. Mais on peut espérer ne pas avoir besoin d'avoir un rappel. Oui, et un dernier commentaire là-dessus, en fait, ou un commentaire supplémentaire, si on veut. Je pense que dorénavant, ça va ressembler à d'autres choses. Il y a des formulations de vaccins de COVID. Il y a des vaccins pan-corona et qui sont développés. Donc, si on est dans une situation où on a besoin de rappel pour toujours, par exemple, peut-être que ça ne sera pas la même chose que ce qui existe maintenant. Et moi, je pense que les gens devraient savoir qu'on ne peut pas prévoir ça, mais on peut regarder la science quand même et le passé. Et on peut voir le rôle de ce qui s'opère avec les vaccins de rappel. Et si on trouve que les vaccins de rappel ne sont pas efficaces, ben à ce moment-là, c'est peu probable que ça va continuer. Ça fait partie du portrait. Et si les gens ne peuvent rester vivants et ne pas aller à l'hôpital, et s'ils peuvent rester en santé, ben c'est pas un problème. Effectivement, effectivement. Et je pense qu'on voit beaucoup de données probantes aujourd'hui qui disent qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se protéger. Et c'est d'avoir votre rappel bivalent et votre vaccination contre la grippe. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire pour tous les gens qui nous écoutent. Quelle discussion aujourd'hui. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois m'arrêter et j'ai des annonces à partager. D'abord, c'est mon plaisir de remercier tous nos conférenciers, Dr. Evans, Dr. Sandarangani, Dr. Walmsley, Dr. Brumet, Dr. Costa, Dr. McGeer. Merci pour votre recherche, pour vos expertises et pour votre temps aujourd'hui. Évidemment, j'aimerais remercier tous les gens qui ont assisté. Merci pour vos questions. Merci de partager votre temps avec nous et j'espère que vous avez aimé le séminaire. J'aimerais dire que l'équipe CITF va préparer un sommaire. Donc, le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 va publier un rapport, rendre disponible ce séminaire. La présentation est déjà sur le site web en format PDF, si jamais vous voulez le voir. Si vous recevez le bulletin hebdomadaire du groupe de travail, vous allez savoir quand tout sera affiché. Si vous ne recevez pas leur bulletin et vous voulez, aller sur le site web du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et vous allez pouvoir vous joindre. Le prochain séminaire sera au mois de novembre. 5 groupes de recherche qui se concentrent sur la COVID-19 et qui ont d'autres maladies, donc la maladie du rein, le VIH, des récipiendaires de greffe d'organes. On a des données sur ces gens-là. Vous allez voir les informations, restez à l'écoute et vous allez voir des informations sur les pages Facebook. Vous pouvez contacter le groupe de travail. Je vous encourage à les suivre sur les médias sociaux. Merci beaucoup et voici le site web. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir à tous et à toutes. Merci.